Donc Charles Maxence, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu es venu ici aujourd'hui, à Vierzon donc? Salut Bastien, merci pour cette interview. Donc, je suis venu à Vierzon parce qu'il y a quelques mois de cela maintenant, l'association Chère à tout cœur a pris contact avec moi de façon à ce qu'on me proposait de prendre la parole, de participer à l'événement et de prendre la parole de façon à rendre hommage à Michèle Rivasi, la députée européenne avec laquelle j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années au Parlement européen à Bruxelles. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, on va dire succinctement, sur le passage de Michèle Rivasi à Bruxelles et sur ce que toi tu as observé en tant qu'attaché parlementaire? Son passage, c'est-à-dire son temps en tant que députée européenne. Oui. D'accord. Donc moi j'ai commencé à travailler avec elle au Parlement européen en 2009 et jusqu'au terme en fait son décès le 29 novembre 2023. Et donc au sein de l'équipe de Michèle Rivasi, on appelle ça un bureau, au sein du bureau à Bruxelles, j'étais l'assistant parlementaire sur les questions santé-environnement. Et donc c'était autant des sujets sur le tabac, sur les pesticides. Depuis 2019, on avait travaillé sur la 5G aussi, afin toujours dans cette idée de rendre visible des victimes, de rendre visible des effets que le système, les institutions avaient tendance un peu à escamoter ou à gommer de façon à minimiser les cailloux dans la chaussure. Désolé, j'ai plus trop de voix, on a un peu parlé hier, toute la journée. Et donc, et il se trouve également, pendant le temps où Michèle Rivasi a été députée au Parlement européen, on a eu aussi Fukushima en 2011, donc il y a eu des événements, Michèle ayant commencé sa carrière de militante, ou en tout cas engagée au service de l'intérêt général via la CRIRAD en 1986 au lendemain de Tchernobyl, en créant la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Là, être députée européenne alors qu'il y avait une autre centrale qui explose au Japon, bon bah du coup on a été un peu sur le pont dès le week-end, dès que c'est arrivé, j'étais sûr qu'on n'allait pas s'ennuyer pendant les semaines qui allaient suivre. Après, ce qui s'est passé également, qui est vraiment caractéristique au sens spécifique à ce temps de service qu'a eu Michèle Rivasi au Parlement européen, c'est qu'en fait, en 2009-2010, qu'est-ce qui se passe? On a la grippe H1N1. Et ce qui fait que dans le cadre de ce dossier-là au sein du Parlement européen, c'est là où tant Michèle Rivasi que moi, parce que j'étais avec elle dans l'équipe, on a commencé à bosser sur la question des vaccins. On a commencé à gratter la question des modalités de contrats publics et d'achat en masse de vaccins pour vacciner la plupart des personnes. Et donc de voir déjà que les conditions économiques, les conditions financières, mine de rien, pour des achats groupés de telle quantité, elles sont quand même plutôt avantageuses pour les fabricants. Donc ça, c'est un premier indice un peu bizarre. Et puis, bon, bah, si H1N1, à ce moment-là, il y avait, on est en 2009, 2010, on a pas mal d'experts, notamment en France, qui prennent la parole en disant c'est pas très grave, c'est une grippette, il n'y a pas besoin forcément qu'on se fasse vacciner en masse, etc. etc. C'est Bachelot qui est ministre à l'époque en France. Et donc, on auditionne en off, entre nous, des experts avec qui on avait pris contact. Et là, on a une conviction qui se forge à la lumière des études qui existent, que finalement, cette logique de campagne de vaccination de masse, qui était notamment poussée par le gouvernement français, était sans doute scientifiquement pas fondée, compte tenu du niveau de risque qu'il y avait par rapport à cette pandémie de grippe H1N1 de l'époque, d'autant qu'il y avait cette histoire que l'OMS avait changé ses critères de qualification de la pandémie, et c'était arrivé 6 mois avant. Donc ce qui est intéressant quand à l'échelle européenne, c'est qu'il y a une vision de ce qui se passe panoramique, non seulement en France, mais aussi au Danemark, mais aussi en Belgique, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, etc., européens. Et donc tu as une vision un peu de tour de contrôle qui te permet entre guillemets, de comparer, d'avoir des éléments de comparaison de quelle est la réponse et quels sont même les gros titres ou les points de vue de certains experts qui viennent d'autres pays, à la lumière de ce qui se passe dans ton pays d'origine. Et que tu sois un député espagnol ou un député grec ou un député, à l'époque on avait la Grande-Bretagne qui était à bord de l'Union européenne, c'est ce même truc-là. Donc il y a vraiment une culture de la diversité dans le bon sens du terme. Avec ce qui se passe ailleurs, ça peut être une alerte, et ce qui se passe ailleurs, ça peut être aussi un enseignement en termes de bonnes pratiques. S'ils font ça chez eux, pourquoi on ne le fait pas chez nous, quoi? Vous voyez, il y a ces trucs-là. Donc, ça nous, en gros, ça vient un peu reformater l'esprit franco-français. Et donc, on a d'autres députés, d'autres pays,
qui trouve aussi qu'il y a un truc qui cloche dans la gestion du H1N1 en 2009-2010, et ce qui fait qu'il y a eu tout un groupe de travail avec Michel qui l'avait mené. Il y avait une dizaine de députés. Chaque député, il y a des assistants qui sont avec. Moi, donc, j'étais avec Michel pour l'accompagnement et la coordination de tout ça, puisque je m'occupais des questions santé-environnement dans son équipe. Et donc, on a eu on a failli créer une commission d'enquête à l'initiative des députés sur la question de la gestion H1N1. Bon, finalement, parce qu'au Parlement européen, tu as des députés, tu as des groupes politiques, c'est-à-dire les groupes politiques dans lesquels les députés vont faire partie, que ce soit les Verts, les socialistes, les libéraux, la droite conservatrice. Et là, aujourd'hui, on a 4 groupes de droite conservatrice au sein du Parlement européen. LFI sont dans un groupe qu'on appelle la gauche radicale et qui s'appelle la GUE à l'européenne. Enfin voilà, donc on a des groupes comme ça. Et donc on avait des députés, on avait un député de chaque groupe, et chaque député dans son groupe allait chercher des personnes qui étaient plutôt sceptiques par rapport à l'impartialité dans laquelle s'étaient déroulées les recommandations de faire de la vaccination pour le H1N1. Et donc ça nous a donné une première approche en 2009 de ce qui se passait sur la question de la vaccination, et surtout en matière de préconisation, qu'on pourrait dire, de santé mondiale, puisque c'était lié à une flambée de grippe porcine qui s'était déroulée au Mexique, l'OMS qui change ses critères pour dire c'est une pandémie, donc la notion de gravité ne rentre plus en compte, c'est uniquement la notion de géographie et de prolifération qui rentre en compte. Donc un truc peut-être bénin, mais si ça touche plusieurs zones géographiques simultanément dans un laps de temps très court, c'est un statut de pandémie. Donc, donc déjà une manipulation mondiale, oui, au niveau... C'est que donc oui, exactement, manipulation mondiale en 2009, mais ce que je veux dire, c'est qu'en rentrant dans le sujet, en rentrant dans le dossier avec Michel Rivasi à cette époque en 2009, on commence à avoir une cartographie des acteurs à l'international qui sont à différents étages et qui, sur la notion de sécurité sanitaire, de la même façon que tu as eu la sécurité mondiale, la sécurité globale, la sécurité antiterroriste qui s'est mise en place suite au 11 septembre, tu as aussi une dimension qui s'appelle la sécurité sanitaire. Et au nom de la sécurité sanitaire, eh bien, il y a des plans de préparation par rapport aux pandémies, par rapport à des risques d'armes biologiques ou bactériologiques, etc., etc. Donc il y a plusieurs institutions à l'international, et là on voit qu'il y a des connexions entre eux, et que si on est en situation de crise, c'est un tel qui prend le pouvoir dans ses préconisations. Et il y a par exemple le Health Security Committee, ça c'est au sein des institutions européennes, c'est un espèce de groupe de travail qui va être trans-département ou trans-institutionnel, et qui fait que c'est eux qui prennent des décisions pour gérer si on est dans une situation d'urgence. Donc on a découvert comme ça plusieurs structures que le grand public ne connaît pas, mais qui participent et qui sont tous sur la même ligne, qui est de toute façon, s'il y a une pandémie liée à une infection, liée à un virus, liée à quelque chose qui se répand, la solution c'est d'avoir des vaccins, et donc la solution c'est de travailler en amont avec l'industrie pour fabriquer des vaccins qui seraient potentiellement efficaces en cas d'une menace qui peut surgir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et comme ça, tout le monde pourra être vacciné, et comme ça, on aura le moins de morts possible. Ça, c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans les rapports, dans plein de rapports de l'OMS à toutes ces autres institutions d'urgence sanitaire, de sécurité sanitaire à l'international. Okay. Ça, c'est 2009-2010. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les mêmes leviers ont été actionnés au moment du Covid avec Michel Rivasi? C'est les mêmes en plus, c'est les mêmes en pire. Il y a ce sur quoi on a percuté en 2017-2018, c'est que, et là c'est le niveau européen qui nous a permis de le percevoir, 2017, élection de Macron en France, le 26 juin ou 23 juin 2017, discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale de politique générale, et c'est là où ils annoncent quelque chose qui n'avait pas été du tout mis en avant durant la campagne, c'était qu'il y avait l'obligation obligatoire sur 11 vaccins qui arrivait à horizon décembre 2017. Et là, moi, je travaille avec Michel au Parlement européen en tant qu'assistant parlementaire. Comme Michel, je reviens tous les week-ends en France, donc je suis assez bien, d'assez près l'actualité franco-française. Et en semaine, on est à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, à Bruxelles, au mois d'avril, il y a eu un passage de 10 vaccins obligatoires en Italie. Au mois de mai, il y a eu discussion pour la vaccination obligatoire en Suède, mais comme ils étaient déjà à 93 ou 95% de taux de couverture, les députés suédois, au niveau national, on parle toujours du niveau national, ont conclu que ce n'était pas la peine qu'on fasse une vaccination obligatoire, parce que les objectifs ou les seuils, les indicateurs et les seuils qui étaient mentionnés comme étant décisifs étaient déjà atteints. Donc il n'y avait pas besoin de passer en obligatoire. Et
donc en France, on a les annonces d'Édouard Philippe. En juillet, on a des foules qui descendent dans la rue en Roumanie pour contester des projets de vaccination obligatoire. Donc nous, on voit, c'est que sur 4 pays européens différents, en 4 mois, on a la même question qui déboule. Donc ça veut dire que ce n'est pas un hasard et qu'on est dans une logique il y a un plan, il y a un programme qui existe quelque part, même si on n'en a pas conscience. Il y a un programme qui existe et qui fait que là, on est dans cette phase-là du calendrier et c'est ça qui doit se mettre en place parce que c'est extrêmement improbable qu'en 4 mois, dans 4 pays européens, c'est le même sujet qui déboule, même si c'est traité différemment en fonction des pays. Donc on creuse pendant le mois d'août, mois de septembre 2017 et c'est là où on voit qu'en fait, Bill Gates, à Davos, en 2010, fait un discours sur la décennie des vaccins. Donc, décennie des vaccins en 2010, ça couvre la période 2010-2020. Donc, Bill Gates fait un discours à Davos en février 2010. Et en fait, il fait aussi ce discours en février 2011 à l'OMS sur la décennie des vaccins. Il y a tous les PowerPoint qui sont disponibles, etc., etc. Et dans les documents qui sont produits, dans les arguments qu'il met en avant, dans ce qu'il expose dans ses prises de parole, eh bien en fait c'est cette idée que on doit atteindre 95% de couverture pour certaines maladies au niveau de la vaccination, que la décennie des vaccins, la vision c'est un vaccin contre toutes les maladies pour toute personne à tous les âges de la vie. Donc ce qui fait que quand on a un investisseur qui est dans le secteur pharma, c'est jackpot à tous les étages, c'est jackpot à tous les âges et c'est jackpot pour toutes les maladies. Puisque la particularité d'un vaccin, c'est que c'est un produit, c'est un médicament, c'est un statut de médicament qu'on fait prendre aux gens qui sont sains et en bonne santé, qui ne sont pas malades. Donc ce qui fait que si on obtient un statut politique de santé publique, ou priorité de santé publique, ça permet de couvrir toute une population et pas simplement des personnes à risque. Donc il y a toute une stratégie de com et d'influence qui se met en mouvement et ça c'est documenté dans des documents officiels de l'OMS parce que la décennie des vaccins, qui est donc cette vision de Bill Gates en tant que Fondation Gates, en tant que Gavi, etc., parce que Gavi a été créé par la Fondation Gates et la Fondation Gates a financé Gavi à hauteur de 70%. Gavi, c'est une ONG dédiée à la dissémination, à la propagande distribution, à la distribution des vaccins pour leur mot d'ordre, c'est façonner le marché pour que tout le monde ait accès au vaccin. Et donc ils utilisent plein de leviers financiers pour que les pays pauvres aient assez d'argent pour soient en mesure d'acheter les vaccins. Ils ne sont pas en train de gérer les donations de vaccins, ils gèrent le fait que les pays pauvres soient capables d'acheter des vaccins à l'industrie pharma. Donc l'industrie pharma fait des rabais, les pays pauvres s'endettent et comme ça on achète des vaccins à moitié prix ou un tiers de prix, peu importe. Et c'est via des agences de développement et de santé publique, l'UNICEF ou des structures comme ça, qui font des programmes de vaccination en Afrique, en Inde, notamment contre la polio. Bien sûr, ils sont devenus très célèbres. Ça, là on est dans les années 2017-2018 quand je vous parle de ça, quand on prend conscience de ça. Et donc Gates fait son discours à l'OMS en avril 2011 et en avril 2012, puisque les assemblées mondiales de la santé à l'OMS tous les ans c'est en avril-mai à peu près comme rendez-vous annuel. Et en 2012, là on a le programme mondial pour la vaccination qui est l'équivalent en opérationnel et en appliqué de la vision stratégique qui est la décennie des vaccins que Gates a donc défendu et exposé à plusieurs reprises dans les 18 mois qui ont précédé. Et donc c'est en avril 2012 qu'il y a des documents de l'OMS qui sont produits qui correspondent à cette traduction de la vision de la décennie des vaccins de Bill Gates en programme mondial pour la vaccination qui court jusqu'en 2020. D'accord, et c'est eux qui seront... Et nous on se rend compte de ça avec Michel Rivasi de ces documents-là en 2017-2018. Et quelle est votre réaction du coup? Alors, on continue à vérifier. Et donc, on a toujours cette question, mais comment ça se fait que ça s'excite sur l'obligation vaccinale en 2017 ? Et bien en fait, on voit que le programme mondial pour la vaccination est géré par un bureau ou un comité. Ce bureau, enfin cette équipe projet au sein de l'OMS, en fait, c'est Gavi à qui on a délégué le boulot de coordonner c'est Gavi qui paye ou c'est Gavi qui fait le boulot opérationnel, quoi. Donc il peut y avoir un ou deux représentants de l'OMS, mais c'est Gavi qui suit le dossier et qui s'occupe de mettre en œuvre, de faire le suivi de la mise en œuvre. Comme c'est co-organisé Gavi-OMS, ben, l'OMS fait des comptes rendus régulièrement. Et notamment des rapports annuels qui sont en français et en anglais. Et quand je regarde les rapports annuels de 2014, de 2015, de 2016, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans après le début de ce programme mondial pour la vaccination,
Ils disent, ils avaient 6 objectifs, bon, grosso modo, je la fais courte là-dessus, et au fur et à mesure des années, ils disent, alors là, sur les 6 objectifs, il y en a un seul qu'on est en train de tenir, c'est le fait de développer des nouveaux vaccins, adaptés aux nouvelles menaces. Mais sinon, sur tout le reste, on est super en retard, et le pompon, c'est 2015-2016, où ils disent dans les comptes rendus de ce rapport annuel, dans ses conclusions, nous demandons aux États membres d'être plus volontaristes dans la façon de tenir les objectifs, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et bingo, 1 an plus tard, on commence à voir les obligations vaccinales large spectre. C'est pas 1 ou 2 vaccins en plus, c'est 10 d'un coup en plus qui deviennent obligatoires, qui déboulent dans plusieurs pays européens. Okay, donc là, nous, on commence à voir qu'il y a un truc, puisque pour l'industrie pharma, il y a 3 business models pour l'industrie pharma. C'est soit tu as des médicaments qui sont en vente depuis longtemps, qu'on appelle des blockbusters, et qui sont vendus en masse et qui rapportent de l'argent en masse parce que tout le monde les prend. Mais comme ils sont là sur le marché depuis longtemps, on a le fait que les brevets vont sauter, donc que des génériques vont apparaître, donc tu as ton chiffre d'affaires qui va diminuer sur ces médicaments-là, sur les blockbusters. Second pilier possible de business model pour le secteur pharma, c'est le fait de développer des nouveaux médicaments. Sauf que développer des nouveaux médicaments, tu as un risque que tu aies des effets indésirables graves qui apparaissent 1 an ou 2 ans après la sortie, malgré toutes tes précautions, et que donc ça te coûte 1 bras ou 1 bras et demi en termes de remboursement de victimes. C'est ce qu'a connu le Vioxx au niveau de chez Merck. Enfin voilà, donc il y a plusieurs cas célèbres entre les années 90 et 2000 de nouveaux médicaments qui sont lancés comme vraiment des solutions géniales, mais sauf qu'il y a des gros retours de bâton. Et le troisième pilier, le troisième business model possible pour le secteur pharma, en termes de marketing stratégique, c'est de développer des vaccins. Et donc c'est parce que, de développer des vaccins, c'est-à-dire qu'on ait des nouveaux vaccins pour gérer des nouvelles maladies. D'accord. Voilà. Et pas simplement comme on le faisait précédemment. Et là, l'intérêt du vaccin, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, si tu obtiens un label priorité de santé publique, c'est plus toi, secteur pharma, tu es juste un fournisseur, mais les responsabilités légales sont portées par les États et plus par les labos pharma. Donc, d'autant plus quand tu es dans des histoires d'épidémies, de pandémies, etc., etc. Autre chose qui s'est passée en 2009-2010, pourquoi on s'est retrouvé sur les questions de la grippe H1N1, c'est parce qu'au même moment, Michel était rapporteur sur un texte européen, législatif, qui s'appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est le fait de suivre les effets indésirables des médicaments. Et donc, en tant que députée européenne, qui était sur un texte de législatif où elle était rapporteure, qui traitait de la pharmacovigilance, elle devenait experte dans la manière dont l'Europe s'organisait pour faire le suivi sur les effets indésirables, et de 2, pour porter des propositions pour améliorer le système. Et donc, dans une situation de crise pandémique, elle voyait très bien, puisque donc, quand tu es rapporteur, quand tu es député, tu parles à toutes les parties prenantes. Donc on a vu des rendez-vous avec le secteur pharma. Et le secteur pharma nous disait, oui mais là par exemple, la façon dont ça va se passer, les obligations qu'on a à suivre pour faire le suivi post-commercialisation des effets indésirables d'un médicament, ça va nous coûter cher, faudrait qu'on trouve des moyens pour qu'on s'y retrouve par ailleurs. Et un de leurs plaidoyers qu'on avait, je suis désolé de ces développements, mais c'est important parce que ça participe de l'univers, de l'écosystème. En fait, un des plaidoyers qu'ils ont dès 2009, c'est ce qu'on appelle les Fast Track Authorization. Les Fast Track Authorization, c'est donc des autorisations accélérées où la fameuse histoire qu'on met 15 ans pour mettre un médicament sur le marché, là, ils le veulent en 4 ou 5 ans. On va simplifier les procédures, on va alléger les procédures pour que du coup le retour sur investissement, il l'est beaucoup plus vite. Et donc nous, on l'a vécu au sein du Parlement européen. Dès 2009, nous sommes confrontés à des entreprises pharma qui plaident en faveur de Fast Track parce que c'est leur manière pour elles d'avoir un retour sur investissement plus rapide et d'augmenter leur taux de profit. Donc là, tu nous as montré un peu comment tous les outils, les mécanismes qui vont permettre la crise du Covid et l'organisation de la pandémie. C'est pour ça que, en tout cas, que Michel se retrouve très facilement ou spontanément en première ligne sur la question, pour questionner les stratégies qui sont mises en place dans la réponse par rapport au Covid. Premièrement, elle est normalienne, elle est agrégée de biologie. Donc elle connaît le vivant. C'était la scientifique la plus chevronnée au sein du Parlement européen parmi les députés, capable de lire des études dans le texte, puisqu'elle avait fait un post-doc aux États-Unis, etc., etc. Ensuite, on a une trajectoire ou un vécu où les mensonges d'État, le lobby de l'industrie, les magouilles du secteur pharma, on connaissait un petit peu. Donc, quand on a un communiqué de presse
de Pfizer la veille de résultats trimestriels financiers par rapport à des annonces boursières qui nous dit qu'il y a 95% d'efficacité par rapport à un vaccin Covid sur une population de, je sais pas, 100 personnes, c'est un peu louche. D'abord parce que c'est Pfizer qui le dit, via des procédés de communication, et c'est pas un article scientifique indépendant de Pfizer qui sort. Deuxièmement, parce que quand on lit les données disponibles, c'est un peu léger. Enfin, oui, c'est ce que disent les statistiques. Mais sauf que les statistiques s'appuient sur des données très légères pour prétendre à cela. Mais sauf qu'on est dans une situation d'hystérie, de peur par rapport au Covid. Et donc, de mémoire, c'est le novembre 2020. Et donc, et ce qui fait que tout le monde prend ça comme c'est la solution idéale. Mais sauf que ça respecte en tout cas des critères qui correspondent à une stratégie de com et pas de la réalité scientifique. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est malheureusement normal. C'est-à-dire que parmi tous les fabricants qui s'étaient positionnés pour recevoir des subventions publiques non remboursables, pour développer à toute allure des nouveaux vaccins pour faire face au Covid, il y a eu une seule entreprise qui a communiqué en reconnaissant que leur projet de vaccin, ce qu'on appelle un vaccin candidat, un candidat vaccin, que leur projet de vaccin n'avait pas l'efficacité qu'ils espéraient avoir et qu'ils abandonnaient les travaux. Tous les autres ont dit non mais ça va, on va le faire. Voilà. Donc il y a eu AstraZeneca qui est parti sur une stratégie qui est méritable par ailleurs, d'avoir le vaccin vendu à 2-3 euros la dose. Bon, après c'était une technologie légèrement différente. Pfizer, Moderna, la technologie est complètement similaire. On est dans une logique de vaccin génétiquement modifié. On est sur une nouvelle technologie expérimentale qui en juillet 2020, on a subi au sein du Parlement européen le fait qu'a été votée une exemption, une dérogation à la législation OGM, de façon à ce que ces nouveaux vaccins de chez ARN messager, de chez Pfizer ou de chez Moderna, ne doivent pas être pris en compte au niveau des obligations que prévoit la législation. Ils ont bénéficié d'une dérogation à la législation OGM pour ne pas faire les épreuves de sécurité, les épreuves au sens les tests, les analyses et les rapports de sécurité, effets sur le vivant, effets sur l'environnement, qu'ils auraient dû produire en tant que médicaments OGM. Et vous, en coulisses, avec Michel, comment vous observez la réaction des gens avec ça, tu vois? Parce que c'est énorme en fait. Les gens, c'est au sein du Parlement européen, oui, exact. C'est le grand public. Les lobbies, le grand public et les députés, etc. Mais les lobbies, en gros, c'est à partir d'avril 2020, de mémoire, je crois que c'est avril 2020, de mémoire c'est avril 2020, on a la Commission européenne qui produit un document, qu'on appelle ça une communication. Donc c'est un texte qui est un peu comme des lignes directrices ou en tout cas voilà nos déclarations en matière de stratégie et comment on prévoit de s'organiser. Okay, donc ça n'a pas une valeur législative, ça n'a pas une valeur contraignante, voilà ils disent comment on va faire. Et ça, on appelle ça une communication. C'est ni une directive, c'est ni un règlement, c'est un document que produit la Commission. Et donc ils produisent une communication qui est stratégie de réponse à la pandémie Covid. Et dans ce document, en fait, quand on regarde, une seule solution, le vaccin. Et ce qui compte, c'est de filer des sous au secteur pharma pour qu'il développe un vaccin en 6 mois. Okay. Et comme ça, on l'aura le plus vite possible et ça sera la réponse. Mais comment les députés réagissent, tu vois? Il y en a plein qui ont dû s'opposer naturellement, qui n'étaient pas d'accord avec cette dérogation sur la législation. C'est pour ça que la législation de OGM, la dérogation la dérogation dont bénéficient des nouveaux médicaments contenant ou à base de matériel génétique modifié, la dérogation dont ils bénéficient par rapport à la législation OGM, qui est adoptée de mémoire le 20 juillet 2020, il y a 10% des députés européens. Donc il y en a, à l'époque on était 750, il y a 10%, mais aujourd'hui ils sont 705 de mémoire. Donc il y a 750 députés européens, donc il y en a de mémoire, il y en a 75 ou 80 ou peut-être une petite centaine. Mais en tout cas, en gros, il y a 10% des députés européens qui votent contre. Parmi eux, beaucoup de verts français. Il n'y a pas que des verts, il y a d'autres groupes politiques aussi, d'autres députés, donc des députés de différents pays et de différents groupes politiques. Ouais. Michel Rivasi, qui était en tête de file par rapport au fait de dire que c'était n'importe quoi scientifiquement parlant, que c'était même scandaleux, parce que
si vous voulez, sur le vaccin Covid, on a 3 types de problèmes ou 3 types de scandales. Le premier niveau, c'est que c'est un vaccin qui est développé, c'est une technologie vaccinale, c'est un médicament qui est développé de façon expéditive, en moins de 6 mois. Donc, du point de vue de l'entreprise, ils vont mettre en avant que c'est des nouvelles technologies pour développer plus vite, que c'est vraiment génial, que c'est de l'innovation. Dans les faits, c'est un développement expéditif par rapport à des délais habituels dans le développement d'un médicament. Second niveau, on va dire toujours, on a une super législation, on a des règles qui existent et qui se prémunissent des risques. Sauf que, au nom du fait qu'on est en situation d'urgence, on fabrique des procédures d'urgence avec des exemptions, des dérogations, et qui permettent comme ça de, grosso modo, créer des zones de non-loi, de non-droit, et qui fait qu'un truc qui est hors la loi, on dit qu'on le tolère et qu'on l'accepte, et ça n'est plus hors la loi. Donc, on fabrique un cadre où on enlève les verrous de sécurité que la législation a mis en place pour éviter les problèmes. Et en plus, les vaccins ARN messagers sont une technologie expérimentale, et ils sont encore plus dans un statut expérimental dans le cadre de leur mise sur le marché, qui sont encore en cours d'essais cliniques et qu'on a 0 recul dessus. Donc c'est expérimental par essence d'un point de vue technologique, et en plus c'est expérimental, voire hasardeux d'un point de vue santé publique, parce qu'on a 0 recul dessus. C'est là où il y a cette fameuse balance de bénéfice-risque qui est le Covid, il y a un danger, on a une réponse, peut-être que la réponse sera pire que le mal, mais on passe l'éponge là-dessus en disant on ne va pas regarder ça, ce qui compte c'est de gérer le problème de la pandémie. D'accord ? Et par rapport au vaccin Covid, par rapport à ce qui se passe donc depuis janvier 2021, depuis leur première inoculation entre Israël en décembre 2020, Grande-Bretagne, France, Europe dans le premier trimestre 2021, y compris avec l'alerte sur la façon dont on va avoir les artères qui vont se boucher, le système sanguin qui va se boucher et qui arrive via des notifications et des signalements en pharmacovigilance, en vaccinovigilance, qui est donc la sous-partie de la pharmacovigilance via l'Autriche, via les Pays-Bas et une partie des pays scandinaves, et la France et l'Allemagne qui suivent dans un second temps, 48 heures plus tard en gros, quand on a cette alerte sur les vaccins AstraZeneca pour les femmes de moins de 50 ans avec un risque de thrombose au niveau du système circulatoire. Donc ça se passe entre janvier et mars 2021. Ben en fait, si on prend du recul, les États payent pour faire le développement des vaccins en ayant filé des subventions non remboursables, que ce soit aux États-Unis avec Warspeed ou en Europe avec les dispositifs financiers mis en place. On va avoir les États qui payent en achetant les doses, et en plus en fonction des fabricants, les doses elles ne sont pas données. Donc il y a un peu un problème de morale, pourrait-on dire, par rapport à ça, puisque soit vous êtes au service de l'intérêt général, soit vous vous en foutez plein les poches, mais vous ne pouvez pas jouer les deux à la fois, quoi. Et en plus, ce que contiennent les fameux contrats qui sont en train d'être révélés bout par bout, mais qu'on n'a pas encore... On connaît le contenu puisque ça a fuité en off. Donc on connaît le contenu des contrats, les fameux contrats qu'a signé la Commission européenne avec Pfizer, avec Moderna. Tu parles des contrats qui ont été révélés aux parties civiles. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, dans l'affaire von der Leyen-Pfizer récemment. Exactement, tout à fait. D'accord, vous les connaissiez déjà? Oui, on les connaît puisqu'il y a des médias italiens qui ont obtenu des versions fuitées des contrats. Mais on ne les a jamais obtenus officiellement. Ok, donc ça ne peut pas servir de preuve dans des enquêtes. Exactement. Voilà. Donc ça nourrit les convictions, ça nourrit les suspicions, et tu as beaucoup de députés européens, Michel Rivasi en tête, et puis d'autres députés, allemands, slovènes, italiens bien sûr, qui sont montés au créneau pour dire il y a un souci là. Enfin, c'est surtout que il faut comprendre qu'au niveau des institutions européennes, c'est le Parlement européen qui est censé contrôler l'action et les actes de la Commission européenne. Donc si ceux qui contrôlent la responsabilité de la Commission n'ont pas les données et les documents pour vérifier ce que fait la Commission, tu ne peux pas exercer ce pouvoir-là. C'est pour ça que ça crée une crise démocratique. L'opacité des documents ou le fait de refuser que des députés qui sont en charge du contrôle des institutions puissent avoir accès aux documents, ça pose un vrai problème de fond. Que ça soit en termes de dissimulation de l'information, mais aussi du fait qu'ils ont le devoir de devoir contrôler, et ils n'ont pas les moyens de pouvoir contrôler. Et si en plus la justice reconnaît que la Commission européenne a raison de ne pas donner les documents, ça amplifie le problème en quelque sorte. Okay, et c'est toute la bataille qu'il y a autour des SMS de Ursula avec Albert Bourla et Pfizer, puisque ces SMS
Ursula va dire droit à la vie privée, et Bourla aussi. Et de l'autre côté, non, non, c'est des SMS dans lesquels ils avaient discuté des prix, des prix d'achat des doses de vaccins Pfizer. Donc, c'est des documents qui participent des négociations commerciales. Et il se trouve que dans l'organisation des choses, il y avait une task force, un groupe de travail au sein des... Enfin, la Commission européenne a mis en place un groupe de travail qui était composé pour moitié d'experts envoyés par les États membres, qui était en charge de négocier avec l'équipe de Pfizer l'achat des vaccins. Donc, Ursula, en tant que présidente de la Commission, usurpe ses droits en se mêlant de quelque chose qui n'est pas de son fait. Okay, donc, on a en plus un problème peut-être de trafic d'influence, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle fait quelque chose dont elle ne doit pas se mêler, puisque le mandat a été donné à cette équipe et pas à Ursula. D'accord. Ok, c'est juste pour situer les choses, puisque c'est ces éléments-là qui servent d'argument pour aller en justice. Ouais. Eh bien, toi qui étais avec donc, Michel Rivasi, est-ce que tu observais des pressions sur vous, lorsque vous vous mettez à enquêter sur tout ça, à dénoncer, à prendre position? Non. Non? Il n'y a pas eu de pression sur nous, on a des pressions politiques, parce qu'on va avoir des collègues qui vont nous dire arrêtez de passer pour des anti-vax, arrêtez d'être anti-progrès, arrêtez de vouloir chercher le caillou dans la chaussure, alors que ce qu'on veut c'est sauver la vie des gens, etc. etc. Okay. Et nous on va dire en face, non mais attendez, on n'est pas du tout anti-vax, on a juste une situation qui est anormale par rapport à la façon dont elle est hors de contrôle et dont on s'exemple d'approche de sécurité sur le truc. Je vais reprendre l'exemple de la vaccino et de la pharmacovigilance et de la vaccinovigilance juste après. Et surtout, puisque les mois passent, on va avoir de plus en plus d'experts et de plus en plus de scientifiques qui montent aussi au créneau, y compris avec des articles scientifiques, y compris dans des articles scientifiques qui sont publiés dans Vaccine, qui est la revue scientifique top moumoute, top niveau en termes de vaccination, qui vont dire les données fournies par Pfizer ne tiennent pas la route, on a un gros problème de fiabilité des données, on ne peut pas vérifier l'efficacité du vaccin par rapport aux données que Pfizer rend publiques dans le cadre de son étude. Donc on doit avoir accès aux données pour qu'on puisse faire des vérifications, pour s'assurer que l'entreprise qui dit que ça marche et l'entreprise qui gagne de l'argent en fait qu'on lui en achète, donc elle est jugée partie, il y a conflit d'intérêts, ça crée ce qu'on appelle un biais de financement. Donc que cette entreprise qui fabrique le produit et qui fabrique les études qui disent que le produit marche, elle ne soit pas en train de nous enfumer. Parce qu'il se trouve que pour Pfizer et pour d'autres labos pharma, il y a une culture de la tromperie ou de la fraude avec tous les 2 ans des grosses affaires qui déboulent. Pourquoi? Parce que si tel médicament ou tel produit rapporte des milliards et que même si tu as une condamnation, tu as une action en justice qui te condamne à payer une amende de 500 millions, ça va être 10% de ce que tu as gagné avec la fraude. Donc, de toute façon, tu n'as aucune raison de ne pas continuer. La sanction n'est pas dissuasive par rapport à la fraude, puisque de toute façon, l'amende représentera 10% de ce que tu as gagné grâce à la fraude. Donc, autant continuer à frauder, puisque de toute façon, tu continues à y gagner. Et c'est pour ça c'est ce truc-là qui fait qu'il n'y ait pas de sanction, qu'il y ait une impunité, qu'il n'y ait pas de sanction et qu'il n'y ait pas de sanction dissuasive par rapport à la faute, qui fait que, tous les 2 ans, on a des scandales qui apparaissent, parfois avec les mêmes entreprises labo pharma et parfois avec d'autres. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que les dossiers sont tellement énormes. Pour moi, tu vois, ils devraient essayer de faire pression sur Michel Rivasi, sur toi ou sur les gens de l'équipe pour abandonner les charges, par exemple. Est-ce que s'ils ne faisaient pas pression, c'est aussi parce que c'était très difficile de faire vraiment quelque chose contre eux et contre ce genre de politique? Ce qu'il y a, c'est que après, ça dépend des personnalités. Voilà, du côté de Michel Rivasi ou de moi, on est un peu, on va plutôt, nous, on est tellement branchés, on est tellement enquêteurs. On est tellement branché sur le fait de vérifier l'information. On est tellement branché sur le fait de rassembler des données scientifiques. Les faits sont là et les faits sont têtus. Et on le voit très bien, malheureusement, avec toutes les victimes de Covid long, les victimes des effets indésirables graves liés à la vaccination. Le sens de l'histoire, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui est concerné. Donc ça devient de plus en plus visible. Le problème, c'est que donc ça fait beaucoup de souffrance, ça fait beaucoup de peine. Et s'il y a des actions en justice, ça fera beaucoup de dédommagement. Et là, ça c'est j'évoquais tout à l'heure le fait que les États ont payé pour le développement des vaccins. Ils ont payé en achetant les vaccins et les contrats prévoient que c'est les États qui payent s'il y a des actions en justice. C'est les États qui vont payer le dédommagement et la prise en charge des maladies induites par les effets indésirables, par les effets secondaires des vaccins. Donc, c'est que du bénéfice pour les labos pharma.
ils obtiennent à travers les contrats une espèce d'immunité juridique qui fait que oui, on va nous attaquer en justice, mais c'est pas nous qui payons les frais d'avocat et c'est pas nous qui allons payer les dédommagements. C'est les États, c'est-à-dire les contribuables, c'est-à-dire nous. Donc on est les triples dindons de la farce d'une manipulation financière, d'un truc qui est très bien ficelé et qui fait que de toute façon, les labos pharma s'en tirent sans grand dommage, sauf s'il y a une volonté politique qui est de dire, c'est ce qui peut se passer un petit peu, puisque là, Pfizer avait négocié des achats à prix d'or sur 5 ans de ces doses de vaccins anti-Covid. Et sauf que comme il n'y a plus d'urgence Covid, ou en tout cas on n'est quand même pas dans la même situation qu'auparavant, des États qui ont des budgets un peu réduits, en Europe, hein, des budgets en matière de santé publique comme la Pologne ou d'autres pays d'Europe centrale qui ont rejoint l'Union européenne en 2009, ces pays-là disent non mais là c'est bon, on va arrêter d'acheter des vaccins qui servent à rien, que de toute façon on va devoir jeter au bout de 5 ans, et en plus on n'en a pas besoin. Donc stop, on casse le contrat. Et donc ils ont envoyé des courriers à la Commission, il y a 3, 4, 5 pays européens qui sont dans cette situation-là, qui ont envoyé des courriers à la Commission pour dire nous, perso, on arrête de payer ce prix-là parce que le contrat avec Pfizer fait que la première année tu payes 19 €, la deuxième tu payes 20 €, la troisième tu payes 21 €. C'est quand même assez étonnant pour un produit où normalement les prix diminuent d'une année sur l'autre. Mais sauf si du point de vue de l'entreprise tu considères que ce produit, c'est ce qui te permet de doubler ton chiffre d'affaires. Et par rapport à toute cette affaire, on sait que le dernier gros dossier sur lequel bossait Michel Rivasi, c'était lié à Pfizer. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ah ben, de toute façon, c'est des dossiers sur lesquels on travaillait, bien entendu. Que ça soit, Michel avait 3 actions. Donc, il y a le boulot au sein du Parlement européen. C'est le fait de faire de l'influence politique, d'alerter les collègues, d'exercer ce pouvoir de contrôle, puisque Michel était dans la commission parlementaire du Parlement européen qu'on appelle la commission contrôle budgétaire. Et à travers cette commission contrôle budgétaire, c'est elle qui check la validité des comptes et la validité des actions, y compris en termes de droit, de transparence, de corruption, de conflit d'intérêts, de porte tournante, de ce qui peut se passer au sein de la Commission et au sein de toutes les agences européennes. Donc, c'est des procédures qu'on appelle des procédures de décharge budgétaire. C'est à travers ces procédures de décharge qu'on dit s'il y a conformité ou pas par rapport aux règles qu'on s'est fixées. Et donc, Michel étant membre de la commission de contrôle budgétaire, eh ben, avec ses collègues, c'est là où elle a cherché à faire auditionner Pfizer, qui a refusé de se joindre, d'être auditionné au sein du Parlement européen. Dans le mandat d'avant, quand on était sur les pesticides, on avait eu le même problème avec Monsanto. Et le Parlement européen avait décidé de sanctionner Monsanto de façon très symbolique en disant tant que le dialogue n'est pas repris entre nous, tant que vous n'acceptez pas notre invitation à participer à une audition, eh bien, on bloque vos lobbyistes, on bloque les gens de Monsanto, vous ne pourrez plus rentrer au Parlement européen. La commission Covid, la commission spéciale, qui est une commission temporaire qui a duré 15 mois à peu près, dont Michel était vice-présidente au sein du Parlement européen. La commission Covid, à l'unanimité, a voté pour qu'il y ait des sanctions qui s'exercent sur Pfizer, identiques à ce qui s'est passé sur Monsanto. Et quand c'est arrivé en Conseil des présidents, le fameux Conseil des présidents, c'est les présidents de groupes politiques et qui se croisent avec le bureau du Parlement. Et donc c'est 15 personnes à l'échelle du Parlement qui finalement décident pas de ce qu'ils font. C'est au sein du bureau du Parlement avec la présidence du Parlement européen que finalement on a dit non, on ne va pas décider de sanctionner Pfizer. Okay, donc même une sanction symbolique qui est de leur refuser l'entrée parce qu'ils refusent une invitation à venir s'expliquer sur comment ils sont comportés au sein du Parlement européen par la commission contrôle budgétaire avec des députés de tous les bords politiques qui sont tous d'accord sur le fait qu'on a donc la commission Covid, il y avait des députés qui venaient de la commission contrôle budgétaire, des députés qui venaient de la commission santé publique, on était sur une commission temporaire. Donc les gens de la commission Covid voulaient auditionner Pfizer. Michel, en tant qu'un pied dans la commission Covid, un pied dans la commission contrôle budgétaire, utiliser les leviers à sa disposition pour que ça puisse avancer, pour interpeller les contre-pouvoirs qui peuvent exister à l'échelle européenne. Et Pfizer, il y a eu 3 invitations et ils ont refusé, ils ont toujours refusé de venir. Enfin, Bourla, en tout cas, a refusé de venir. Il y a eu des représentants de Pfizer qui sont venus, mais Bourla n'est jamais venu alors qu'on avait demandé à Bourla de venir. Ursula, elle s'est murée dans le mutisme et le silence. Elle regarde toujours ailleurs quand on lui parle des SMS. Mais le Parlement européen en tant qu'institution, via les présidents de groupes politiques et les gens du bureau du Parlement européen, ont refusé d'appliquer à Pfizer les mêmes sanctions que 5 ans plus tôt on avait appliqué à Monsanto dans une situation très similaire. C'est pour vous dire un peu les rapports de force de ce qui se passe en coulisses. Et sur la question des pressions. Ouais.
Nous, on peut dire, à part des pressions politiques de la part de collègues qui nous disent vous êtes vraiment rétrograde, vous êtes réfractaire, vous êtes anti-progrès, vous êtes anti-vax, à cause de vous les gens sont en danger, etc. Hormis ces pressions-là, on n'en a pas eu. Mais justement, en revanche, des pressions qui peuvent s'exercer autour, il peut y en avoir. Nous, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, sur la question des textos, des SMS et des modalités d'achat des contrats, donc on était 2 assistants à bosser sur ce sujet-là. Dans l'équipe de Michel, donc moi je m'occupais des questions santé-environnement, donc plutôt pharmacovigilance et effets indésirables et Covid long par exemple. Et une autre collègue qui elle était l'assistante de Michel sur la commission contrôle budgétaire et donc sur les questions de transparence, de marché public, d'utilisation de l'argent public, d'opacité et de conflit d'intérêts, etc., etc. Donc ça se passait via contrôle budgétaire. Ce qu'on a vu, c'est que la Cour des comptes européenne qui a fait un rapport sur les modalités de négociation des contrats commerciaux, des différents contrats d'achat de vaccins, ben pareil, ils ont tiqué sur cette histoire du contrat Pfizer qui promet des milliards et qui se négocie, entre autres, au niveau des tarifs de la dose, qui se négocie via les SMS qui ont été échangés en personne entre Bourla et Van der Leyen. Et ils le disent texto. Et même ce qu'ils ont dit texto, comme c'est la Cour des comptes européenne dépend de la commission contrôle budgétaire au sein du Parlement européen, donc la Cour des comptes est venue présenter son rapport au sein d'une commission contrôle budgétaire du Parlement européen. Et donc lors de cette audition qui se passait au sein du Parlement européen, ils ont dit noir sur blanc, c'est la première fois en 20 ans d'exercice qu'on a des documents qu'on refuse de nous fournir. Première fois, tout sujet confondu. Deuxièmement, c'est très bizarre parce qu'effectivement, sur tous les autres contrats, on a pu obtenir, on a vu les documents qu'on appelle de la négociation préliminaire, donc des documents avant signature de contrat. Sur celui-là, on n'a pas vu de documents de négociation préliminaire. D'accord. Et cette situation-là faisait que, ça fait le lien avec l'histoire de pression, cette situation faisait que la Cour des comptes européenne était habilitée à aller en justice pour exiger de la Commission d'avoir ces documents, ou pour souligner le fait que la Commission fautait en ne fournissant pas des documents qui soit devraient exister, soit il n'y a pas de raison de ne pas les fournir à la Commission, enfin à la Cour des comptes européenne, dans le cadre de l'audit qu'elle faisait sur les modalités de négociation des contrats. Eh bien, ils ne sont pas allés en justice. D'accord. Et donc, Michel Rivasi, face à tout ça, est-ce qu'elle avait toujours confiance, on va dire, que son action politique servait à quelque chose? Oui. D'accord. Oui, la NIAC nous lâchait pas. C'est d'ailleurs, ça fait partie des choses qui étaient saluées par tous et de tous les bords politiques, y compris par ses adversaires. C'est son courage, c'est sa pugnacité, c'est-à-dire le fait de rester combative, même si tu gagnes pas toujours. Mais en tout cas, sa sincérité, son engagement, sa proximité avec les gens. Une anecdote. Suite à son décès, on a fait quelque chose au niveau du bureau de Michel qui a été d'ouvrir son bureau de député, parce qu'en gros, un bureau au Parlement européen d'un député, il y a 3 bureaux. Il y a le bureau du député et il y a 1 ou 2 bureaux d'assistants autour. Où on est 2, où on est 3, où on est 4, si on a une secrétaire ou quoi. Donc on est comme ça, c'est une enfilade de 3 bureaux, chaque bureau ayant sa propre porte. Et donc le bureau du député, où il y a son nom dessus, cette porte on l'a ouverte, on a mis le portrait de Michel, on a mis le livre de condoléances, et on a fait passer le message en envoyant un email aux 7000 personnes qui travaillent au sein du Parlement européen. On a des listes, tous les députés, tous les assistants, tous les conseillers politiques, tous les groupes politiques, etc., tous les services. On a des listes qui font qu'en 15 listes, tu touches tout le monde. On a envoyé le message que la porte du bureau de Michel Rivasi était ouverte et chacun pouvait apporter un témoignage. Et donc, pendant les 1 jour et demi où la porte du bureau a été ouverte et que les gens pouvaient venir signer sur le livre de condoléances, on a eu entre 2 et 5 personnes qui faisaient la queue en permanence pour passer au bureau. Ces gens qui venaient au bureau, c'était autant des députés que des gens de la sécurité, que des traductrices ou des traducteurs, enfin des interprètes, des anonymes du Parlement, des conseillers politiques d'autres groupes politiques. C'est-à-dire que Michel était vraiment aimé au sein du Parlement, même si les gens étaient adversaires les uns par rapport aux autres. Humainement parlant, ses qualités humaines prédominaient et ça faisait partie de la culture qu'on avait au sein du bureau Rivasi. C'est le fait que l'intérêt général est supérieur à la division des partis. Okay. Et ce qui fait qu'on parlait avec tout le monde et tout le monde nous parlait.
Et ce qui fait que s'il y a besoin de fabriquer des coalitions improbables pour sauver les abeilles ou pour les questions de pesticides, voire même pour dénoncer des abus d'argent public où il y a vraiment des choses très très étranges en termes de conflit d'intérêts ou de trafic d'influence, eh ben, on avait des alliés dans tous les bords, quoi. Et y compris des informateurs. Ok. Et est-ce que tu trouves que l'esprit qu'a essayé d'impulser Michel Rivasi perdure, tu vois, après sa mort? Il perdure au niveau de la société civile, puisque Michel elle a d'abord été un leader de la société civile à travers l'association La CRIRAD. On a créé ensemble avec Michel le CRIREM en 2005 sur les ondes électromagnétiques. En tant que député, elle a créé une association en France qui s'appelle AZB, l'association Zone Blanche, en 2014, pour soutenir les personnes électro-hypersensibles et chimico-sensibles. En gros, on va appeler ça les hypersensibles. Pour faire émerger des lieux de vie qui sont compatibles avec leur extrême sensibilité. Et là, l'association AZB, par exemple, m'a proposé de prendre la présidence à la suite de Michel Rivasi. Donc du point de vue du réseau de la société civile et des ONG, son héritage reste vivant. Lorsqu'elle est décédée, on a fait une tribune qui a été signée par près de 200 personnes, une cinquantaine d'organisations, une centaine de personnalités qui étaient tant de Bruxelles que de France, tant sur les questions anti-tabac, pesticides, défense du vivant et santé publique bien sûr, Mediator, la question des implants médicaux qui peuvent avoir des effets secondaires très lourds sur la santé. Enfin voilà, donc Michel était très aimé parce que son intégrité et sa chaleur humaine et sa simplicité, c'était les gens d'abord, les partis ensuite, quoi. D'accord. Et toi, tu as pu l'accompagner dans les derniers moments. Oui, est-ce qu'elle avait conscience déjà qu'elle était mourante, on va dire, qu'elle était très malade et que ça allait de pire en pire? Ah non, non, pas du non, il n'y a jamais eu. On a absolument jamais côtoyé ou vécu à côté de quelqu'un qui était en train de décliner et qui était en train de. Ce qui se passe, c'est qu'on était donc on est en novembre 2023. Le troisième mandat de Michel comme députée européenne se termine en juin 2024 et elle ne repartait pas pour un quatrième mandat. Donc on savait que c'était terminé derrière ça en tant que députée européenne. Donc on était en permanence entre il nous reste 6 mois, est-ce qu'on lève le pied ou est-ce qu'il nous reste 6 mois, on continue de marquer des buts, quoi. Et donc on était vraiment à la fois le pied sur le frein, à la fois sur le pied sur l'accélérateur. Et donc la veille de son décès, on a eu une réunion d'équipe ou un temps ensemble humain, chaleureux, délicieux, qui a duré jusqu'à 2h du mat'. À 9h25, c'est là où je reçois le coup de fil de son propriétaire, de la personne chez qui elle résidait à Bruxelles, qui me passe immédiatement un médecin. Le médecin qui m'informe que ça faisait 45 minutes qu'elle était en arrêt cardiaque, 45 minutes qu'elle faisait un massage cardiaque, et qu'on lui faisait un massage cardiaque et qu'elle n'était pas en train de revenir. Donc après, on l'a retrouvée à l'hôpital et elle était déjà décédée. Et ensuite, la seule chose qui nous a compté, c'était qu'on puisse prévenir sa famille avant que la famille la prenne par les médias. Et moi, quand je suis revenu à 13h30 au Parlement européen, puisque avant j'étais à l'hôpital avec les autres assistants, j'ai mis 1 heure à traverser le Parlement européen. Les gens venaient vers moi, les yeux rouges, la gorge nouée, on me serrait le bras, c'était très intense parce que je recevais autant des textos de chez LFI que des textos du RN qui me disaient c'est pas vrai, Michel Rivasi n'est pas décédé, ne dis pas ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en parallèle, on avait des députés verts européens qui étaient à l'hôpital, qui étaient tous en train de français, qui étaient tous en train de se rendre là-bas et qu'on accueillait et qui étaient en larmes dans nos bras. Et tu sais, on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. Lors de cette dernière soirée que vous avez passée avec Michel Rivasi, c'était quoi les sujets en fait? Les choses qui on a parlé transhumanisme, on a parlé eugénisme, on a parlé développement humain, parce qu'en fait, par rapport à la question d'avant qui était que c'était absolument pas quelqu'un en train de décliner, c'est que le mercredi 29 novembre, le jour de son décès, à 16h, elle devait prendre l'avion en direction la Tanzanie pour aller soutenir les Maasai qui, depuis un an et demi, se faisaient tirer dessus à balles réelles par des forces de l'ordre locales pour les déloger d'une zone paradisiaque où il y a des projets immobiliers de tourisme haut de gamme, de luxe, pour des touristes du Moyen-Orient ou des Émirats Arabes Unis. Et donc ça faisait 2 fois que parce que Michel était dans la commission développement au sein du Parlement européen également, et elle était aussi impliquée avec ce qu'on appelle la délégation ACP, c'est-à-dire une espèce de groupe de travail où il y a des députés Afrique, Caraïbes, Pacifique, plus des députés européens qui discutent ensemble de certains sujets.
Et donc, elle était très souvent allée en Afrique, elle avait observé des élections, enfin, il y avait plein de choses dans les tuyaux comme ça. Et donc, ça faisait 2 fois qu'on devait aller en Tanzanie, que Michel devait aller en Tanzanie avec l'assistant qui l'accompagnait sur les questions de développement pour aller voir les Maasai et montrer qu'il y a un gros problème en termes de droits de l'homme ou de peuple autochtone dans ce qui se passait là-bas. Et là, en fait, le troisième, comme ça faisait 2 fois que le gouvernement tanzanien annulait le voyage pour des motifs totalement fallacieux et à la dernière minute, là, elle allait au Kenya pour passer la frontière en douce, pour pouvoir faire des photos avec les leaders Maasai sur place, pour montrer que y a un problème, mais que oui, des députés européens, l'Europe soutient les droits de l'homme et soutient les leaders autochtones. Et donc, oui, elle n'a jamais pu prendre l'avion pour ce troisième voyage direction, pour enfin aller voir les Maasai sur place. Et nous, le jour même, hein, on avait 1 heure de vidéo sur le Covid long, avec les députés Anne-Sophie Pelletier de LFI, c'est-à-dire de la gauche radicale en tant que, on appelle ça la GUE, quoi, on appelle ça The Left, la gauche au sein du Parlement européen. C'est un groupe où aujourd'hui il y a peut-être 30 députés, 35 députés. Les Verts aujourd'hui au Parlement européen, c'est 50 députés. À l'époque, c'était 75, quoi. Et donc, à l'époque, les Verts étaient le 4e groupe politique au sein du Parlement européen, entre 2019 et 2024. Aujourd'hui, ils sont 6e, parce qu'il y a 4 groupes politiques à 80 députés, à 70 députés, à 120 députés, qui sont dans ce nombre de députés, qui sont plus nombreux au-dessus, donc les Verts sont 6e, et sur les 5 groupes qui précèdent, 4 d'entre eux sont droite ou centre-droite, droite conservatrice, droite nationale ou centre-droit. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses que Michel Rivasi aurait aimé qu'on conserve, tu vois, de son action politique? Alors, tout est possible. C'est parce que tout est possible que c'est stupide de baisser les bras. Donc tout est possible, ne jamais perdre le contact avec cela. Tout est possible en plus parce que le sens de l'histoire va en votre faveur, quelles que soient les victimes. On le voit par exemple, elle s'était impliquée sur la question de la reconnaissance et des dédommagements des pollutions radioactives qui avaient eu lieu sur Mururoa auprès des populations locales. Quand elle a été députée française entre 1997 et 2002, elle a produit un rapport sur le syndrome de la guerre du Golfe. Donc sur les militaires qui avaient des troubles de santé, sans doute liés à un mélange d'exposition uranium appauvri et vaccins un peu ou médicaments un peu expérimentaux. Okay, donc il y avait tout un truc qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe, où il y avait plusieurs dizaines de militaires qui en souffraient, et donc leur famille aussi. Hein. Et ces histoires-là, elles ne sont pas restées sous le tapis, elles sont remontées à la surface. Aujourd'hui, par rapport aux victimes, il y a les victimes du Covid long et les victimes des effets indésirables des injections des vaccins Covid et ARN messager. Malheureusement, comme il y a de plus en plus de monde et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus visibles. Et donc, comme elles sont de plus en plus visibles et que ça concerne de plus en plus de monde, c'est d'autant plus difficile à dissimuler. C'est ça le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est que même si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, même si c'est extrêmement frustrant, le déni s'effondre à un moment donné. Et la volonté de ne pas voir ou de ne pas savoir s'effondre aussi à un moment donné. Donc ça, c'est, premièrement, tout est possible. Deuxièmement, le sens de l'histoire va dans le sens des victimes, va dans le sens de la réparation, va dans le sens de la reconnaissance des problèmes. Ça bataille depuis 50 ans sur les pesticides, mais le fait que les pesticides soient dangereux pour la santé ou le fait que les pesticides soient source de maladies neurodégénératives ou soient source de cancer, c'est quasiment acté, quoi. Après, il y a un problème, ça bloque pour la mise en œuvre, pour s'en extirper, mais tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Donc on a un problème de mise en œuvre, et donc ça, cette mise en œuvre, c'est le courage politique. Okay. Il y a besoin d'un courage politique, et la conception de Michel Rivasi par rapport à la politique, justement, elle qui était un vrai animal politique et qui était rusé comme 3 renards, c'était qu'un élu est au service des citoyens. Les États doivent être au service de l'intérêt général et non pas kidnappés, dévoyés, mis au service d'intérêts particuliers ou d'intérêts sectoriels, quand même ça fait des intérêts à grande échelle. Mais à long terme, on n'y gagne pas, on ne va pas y gagner. Donc, elle était profondément citoyenne, profondément démocrate, et ce qui fait que la notion de démocratie sanitaire
accès aux données des études cliniques, accès aux reconnaissances des effets indésirables. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait que ça avait marché à sens unique, c'est parce que l'Europe a dégagé des budgets spéciaux, des budgets d'urgence pour financer des nouveaux vaccins, mais il n'y a pas eu de budget qui ont été dégagés pour financer une pharmacovigilance d'urgence ou une vaccinovigilance d'exception. Okay, donc, on regarde le verre à moitié plein d'un côté, mais on ne s'occupe pas de derrière. Alors que si ça concerne tout le monde, il faut qu'on ait plus de moyens pour pouvoir suivre au cas où il y a un problème. Donc elle défendait une forme d'équité, on va dire. Ah, bien sûr. L'injustice ou la justice, hein, la justice pleine et entière, c'était vraiment son moteur. Et elle a été d'ailleurs une des premières à enchaîner les actions en justice. Les premières d'entre elles, c'était par rapport au Monsanto, de mémoire, c'était en 2017, et on a obtenu le résultat en février 2019, où l'Agence européenne des aliments avait reçu des études faites par Monsanto, par les industriels qui fabriquaient des pesticides, et notamment le glyphosate, et les données brutes, les données de l'étude, donc c'était des études confidentielles, des études qui n'étaient pas publiées dans la littérature scientifique. D'accord ? Ces études confidentielles que le fabricant avait réalisées et qu'il avait remis à l'Agence des aliments n'étaient pas accessibles à l'extérieur. Donc Michel Rivasi disait, mais comment vous voulez vérifier si c'est sain ou pas sain pour l'environnement avec des études qui sont confidentielles? Donc on a besoin qu'elles soient publiques au nom de l'intérêt général. Et, je la fais courte, finalement on a gagné en justice. Ok. Et donc, elle a eu des victoires, ouais. Oui, ça il faut le rappeler. Bien sûr. Elle a énormément de victoires, Michel. Voilà. Sur la question des ondes, sur les questions de la reconnaissance des victimes. J'étais avec elle quand il y a eu le procès du Mediator et qu'elle était en soutien par rapport aux victimes. Un des derniers dossiers qu'on a gagné, on l'a gagné collectivement au sein du niveau européen, c'est la question du mercure dentaire. Le mercure dentaire, tout le monde est d'accord depuis 10 ans qu'il faut plus depuis 20 ans que c'est toxique et qu'il ne faut plus qu'il y en ait. Tout le monde est d'accord depuis 10 ans. La preuve, c'est qu'il y a des textes et des chartes et des trucs qui ont été signés. Mais c'est vous qui êtes à l'origine. Et c'était toujours pas en place. C'était pas en place parce que quand on discutait avec les ONG qui suivaient le dossier, elles nous expliquaient c'était parce qu'en fait, les actes dentaires en Allemagne de substitution d'amalgame à base de mercure avec d'autres amalgames où il n'y a pas de mercure n'étaient pas remboursés par la Sécu. C'était ça le truc qui faisait que ça bloquait à l'échelle européenne pour que ça se mette en œuvre. Donc on était en mode les États font comme ils veulent, c'est eux qui choisissent ce qui se passe, mais comme ce n'était pas contraignant, du coup tu avais un tiers des États européens qui étaient sortis de l'amalgame dentaire à base de mercure et les deux autres tiers qui continuaient à en faire parce qu'il y a cette idée que ça coûtait moins cher. Immédiatement ça coûte moins cher, même si derrière les coûts cachés ou les coûts induits au niveau de la santé vont être plus importants. Et donc, on a réussi, entre septembre 2023 et février 2024, ça y est, ça s'est mis en œuvre, le fait qu'on sorte des implants à base de mercure dentaire. Et maintenant, du coup, il faut des sanctions ou du contrôle pour que ceux qui continuent à en mettre soient sanctionnés parce que ce qu'ils font, c'est pas seulement parce que c'est interdit, et c'est aussi parce que c'est dangereux. D'accord. Et toi, maintenant, pour finir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de Michel Rivasi, puisque tu es venu pour cette raison d'hommage? Voilà, pour toi, c'est quoi qui te... Alors, une des leçons que Michel disait, et qu'elle disait dès le début, dès qu'elle avait une réunion publique ou qu'elle intervenait au nom de collectifs, c'est justement, ne soyez pas seul, mettez-vous en collectif. Et donc, pour peser, si on est sur des logiques de lutte d'influence, pour peser dans le débat public et pour peser au niveau politique, c'est pas en étant devant sa télé tout seul en mode c'est quand même scandaleux. Non, on se met ensemble et là on met en œuvre des choses et c'est ce qu'on met en œuvre au niveau de la sphère publique va modifier le système. Et comme ça modifie le système, c'est ça qui fait que ça va faire changer des trucs. Ça peut faire un peu, beaucoup, passionnément, ça va changer des trucs. Quand le CRIRAD est créé en 86, on est dans un contexte où au niveau de l'État français, la France n'a pas été touchée par les retombées de Tchernobyl, il y a zéro risque, tout va bien. Alors qu'en Italie ou en Allemagne, ils étaient avec les compteurs GGR à vérifier les champignons, quoi. Et donc Michel, en tant que scientifique, a dit il y a un loup là, c'est le mensonge d'État, on nous désinforme, c'est de la fake news. Et donc elle a monté un labo scientifique pour avoir des données scientifiques indépendantes de l'État français. Et suite à ces données scientifiques indépendantes, elle a pu faire un atlas des contaminations à l'échelle de la France via la CRIRAD et montrer que, un, l'État français avait menti, et de deux, oui, il y avait une contamination des végétaux, des sols, par rapport aux retombées radioactives de Tchernobyl, que ce soit sur les Alpes, que ce soit en Corse ou ailleurs en France. Ok, donc fédérez-vous, organisez-vous. Voilà, ne perdez pas...
Ne perdez pas le contact avec votre pouvoir fondamental et votre capacité à influencer et à peser sur le système, même si c'est de l'ordre du grain de sable, mais la somme des grains de sable fait pencher la balance. Ça, c'est un premier point. Et le second, bien entendu, restons lucides. C'est pas une question d'être dans des croyances, de s'embarquer. L'histoire que tout le monde croit qu'il y avait un rapport, par exemple, qui devait être produit sur le Covid ou sur Pfizer le 15 décembre, et c'est totalement faux. Il n'y en a jamais eu. Oui, bien sûr qu'on travaille sur ces sujets-là, mais il n'y a jamais eu aucun rapport, aucune réunion confidentielle, aucun communiqué de presse, aucun briefing en off d'informateurs qui était programmé le 15 décembre. Donc il y a quelqu'un qui s'est fait du buzz et de l'audience sur le dos de Michel Rivasi, à son seul profit à lui, et non pas du tout dans le respect de ses valeurs qui sont le fait d'être au service de l'intérêt général, au service des citoyens et surtout au service des victimes qui sont invisibles et que donc on doit les soutenir pour les rendre visibles. Ok, donc réunissez-vous et restez dans un état d'attention, on va dire aiguisé, d'éveil. Il y a le fait d'avoir confiance en vous, dans votre force personnelle, et par rapport à la notion de peur, ou à la notion de risque, ou à la notion de crainte, mais de quoi, qu'est-ce qu'on risque au fond? De quoi, c'est quoi la crainte? Que ça soit pareil qu'aujourd'hui? Ben, si on fait rien, c'est pareil qu'aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'en fait, si on fait un truc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte. Enfin voilà, donc du coup, ne pas tomber dans les illusions de sa propre peur, parce que c'est ça qui vous fait perdre le contact avec votre force et avec votre courage. Le courage, c'est la capacité à agir malgré la peur et d'avoir confiance et d'arriver au but. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà.